Pour créer une bonne exposition, plusieurs procédés sont à notre disposition. 2 règles seulement. La première, votre exposition ne doit pas avoir l'air d'une exposition, quitte à détourner l'attention du spectateur. Deuxièmement, il ne faut pas donner plus d'une information importante par scène. Le conflit, nous l'avons vu dans le cours consacré au conflit, qu'il est le moteur le plus puissant de la dramaturgie. Donc faire appel à des situations conflictuelles lors de l'exposition est la meilleure technique qui soit pour informer le spectateur sans lui donner l'impression qu'on le gave d'informations. Les choses se mettent alors en mouvement, l'action se dynamise et se dramatise, puis l'information est véhiculée émotionnellement grâce au phénomène qu'on a déjà vu d'identification, grâce au conflit. Nous avons par exemple tous en tête l'interrogatoire brutal qui ouvre un film. Un suspect prend des coups tout en criant son innocence. Nous nous identifions instantanément à lui, nous ressentons sa souffrance physique et morale et partageons sa colère. Non seulement nous sommes prêts à recevoir toutes les informations, mais nous voulons savoir, nous voulons comprendre. Pour revenir à la scène d'ouverture du jeu de la dame, qui n'est qu'action et conflit. Elle est en retard, trouve une fille dans son lit, souffre d'une terrible gueule de bois alors qu'elle s'apprête à jouer une partie d'échecs au niveau mondial. Dans cette scène, tout n'est qu'action et conflit. La contraction dans l'exposition sert à faire passer l'information en détournant visuellement l'attention. La scène peut être spectaculaire ou non, sans lien avec le dialogue ou l'action en cours. Elle peut être indifféremment tragique ou comique, le plus important étant que les faits soient filmiques, c'est-à-dire visuels. Par exemple, 2 hommes mettent au point le braquage d'une banque en faisant une course de vélo. Lequel des deux va gagner? C'est la question dramatique que pose la scène, détournement, et tout ce que diront les 2 personnages, ils donneront les informations dont le scénariste a besoin de communiquer au lecteur spectateur. Ces informations passeront toutes seules, sous couvert de cette contraction. Cette technique consiste à se servir du dialogue pour faire passer l'information nécessaire, très utilisée en comédie, où elle utilise l'humour pour faire diversion. Le plus difficile étant d'être drôle. Une spécialité de Woody Allen, dans sa fameuse scène d'ouverture, d'Annie Hall, les 2 personnages, les 2 protagonistes parlent de leurs problèmes sexuels alors qu'ils sont dans une file d'attente. C'est très drôle, incongru même, et les informations sur les personnages passent là aussi toutes seules grâce à l'humour. Cette technique fait appel au talent de dialoguiste, du scénariste, car les dialogues doivent être vivants, en situation de conflit, et les personnages doivent être drôles et attachants. L'urgence fait entrer en scène ces personnages poussés par quelque chose de pressant est un excellent procédé pour faire passer l'information nécessaire durant son exposition. Dans Buffalo 66, le premier film du comédien Vincent Gallo, le personnage principal, qu'il interprète lui-même, cherche
désespérément un endroit où uriner. C'est très drôle et c'est très efficace car cela introduit en plus symboliquement son malaise, son blocage affectif qu'il n'arrive pas à évacuer. C'est d'ailleurs ce besoin pressant qui provoque sa rencontre avec le personnage féminin de l'histoire qui l'accompagnera durant tout le récit et changera sa vie. Ce qu'on appelle l'accroche, l'amorce, le teaser, une technique très utilisée à la télévision. L'accroche consiste à capter l'intérêt du spectateur en commençant l'histoire par un événement frappant et spectaculaire. Cet événement ne doit pas, cependant, être trop fort pour ne pas affaiblir le reste du récit. Il doit s'intégrer à la progression dramatique de l'histoire, jusqu'au climax. C'est parfois le problème de certains films. La scène d'ouverture est aussi forte que sera le climax. On perd donc la progression dramatique et l'intérêt du spectateur. Dans une histoire policière, on commencerait par une scène d'action, un peu musclée, l'arrestation du malfaiteur, ce qui nous permettrait de présenter le protagoniste en action. Dans une histoire d'amour, on ouvrirait avec le protagoniste que sa femme, ou la femme du jour, est en train de quitter. C'est l'ouverture du film Broken Flowers de Jim Jarmusch. Un autre moyen pour exposer des informations est de faire intervenir un personnage que votre protagoniste ne reverra jamais. Une banquette d'aéroport, une personne en face du protagoniste, elle lui pose des questions, notre protagoniste se livre facilement et raconte même des choses intimes. Il sait qu'il ne reverra jamais cette personne. Alors, il dit les choses sans honte. Le plus drôle, c'est quand il retrouve cette personne. Ça peut même devenir un élément de l'intrigue. Le hareng-sort ou hareng rouge, c'est un terme qui nous vient de la chasse. On présentait des poissons pourris à la truffe des chiens pour les détourner quelques instants de la chasse et faire durer à nouveau le plaisir de la chasse. Le hareng-sort ou fausse piste a le même objectif, faire durer le plaisir. On l'utilise pour mieux surprendre l'attention et surtout l'anticipation du spectateur. Le principe réside à injecter une action prétexte qui n'est pas en lien avec ce qui va suivre, mais qui va faire passer l'information dont l'auteur a besoin de communiquer au lecteur spectateur pour son exposition. Le faire passer en contrebande, comme on dit. Une technique qui peut s'avérer efficace lorsqu'on a une exposition longue, avec beaucoup d'informations, ou lorsque on ne trouve pas son point d'attaque. C'est une façon d'amorcer le récit qui donnera de toute façon des infos sur le personnage. Ce procédé dramatique est largement utilisé dans le policier. Dans l'exposition, on assiste à une arrestation musclée, par exemple, mais qui n'a rien à voir avec l'affaire qui va suivre et qui sera lancée, elle, par l'incident déclencheur de l'histoire. Lorsque l'on a tout un milieu à faire découvrir aux spectateurs avec ses nombreux personnages, donc beaucoup d'informations à fournir au lecteur spectateur, un bon procédé est de suivre un personnage qui lui aussi découvre le milieu, qui découvre la reine pour la première fois. Le lecteur
spectateur, s'identifie au personnage, et l'un et l'autre partent ensemble en exploration. Un bon exemple de l'utilisation de ce procédé est la célèbre scène d'ouverture du Parrain de Francis Ford Coppola, où Kay, joué par Diane Keaton, découvre les us et coutumes de la famille de son petit ami, Michael Al Pacino, pour la première fois. L'exposition différée est un procédé qui demande beaucoup de savoir-faire et d'habileté, car elle consiste à ne pas donner délibérément au spectateur les informations indispensables à la compréhension de l'intrigue. Le spectateur est alors forcé de se poser des questions. Lorsque ces informations sont livrées, par bribes, jusqu'à la résolution, on l'appelle aussi exposition progressive, qu'on utilise pas mal dans le montage. Mais attention, une information ne peut être différée trop longtemps, sans courir le risque de perdre son spectateur, qui se lasse et décroche. Ce qui fait dire à un auteur qu'il faut livrer les informations seulement au moment où on ne peut plus faire autrement. Un exemple d'exposition classique, dans lequel je vais vous donner toutes les infos en même temps. Nous suivons un personnage et nous allons nous identifier à lui. Un homme rentre chez lui et s'enferme dans son bureau. Il sort un télégramme de sa poche et le lit à nouveau le message qui lui annonce la mort de ses parents dans un accident de voiture. Derrière la porte des coups, ce sont sa femme et sa fille qui lui implorent d'ouvrir, mais il est tellement choqué qu'il ne bouge pas. Voici à présent une version différée de cette même exposition. Un homme rentre chez lui et s'enferme aussitôt dans son bureau. Sa femme et sa fille s'inquiètent. Elles ont beau frapper à la porte, implorer qu'il ouvre, rien ne se passe. Ici, nous nous identifions à la femme et à la fille qui vivent du conflit. Elles ont peur pour lui. Et nous, spectateurs, nous sommes comme elles. Dans le questionnement, l'inquiétude, ce qu'on appelle aussi un suspense latent. Comme les deux personnages féminins, nous aussi, il nous manque les infos pour bien comprendre la situation. Vous sentez bien que l'auteur ne peut pas garder trop longtemps caché la raison du comportement de l'homme, la mort accidentelle de ses parents, et qu'il faudra donner cette information assez rapidement. Sinon, le spectateur décroche. Continuons la scène. Exposition différée. La femme et la fille ont fini par se résigner et se sont réfugiés dans l'immense salon. Lorsque l'homme pénètre dans la pièce, il annonce qu'il va tout plaquer et devenir moine. La femme, consternée, le regarde sortir de la pièce pour aller dans le jardin. Elle va dans son bureau et elle découvre alors le télégramme. Le spectateur aussi. Vous voyez que grâce à l'exposition différée, nous nous identifions non seulement au protagoniste, mais également à son entourage, puisque nous adoptons aussi son point de vue. On nous met dans l'attente, le questionnement, on nous donne les informations essentielles plus tard, on montre d'abord les conséquences de cette information. Ici, la mort de ses parents. Nous ne montrons que sa réaction, que les conséquences sur sa psyché, son état psychologique perturbé. Sa femme et sa fille
ne comprennent pas ce qui se passe, mais sont dans le même état d'esprit que nous. Quelque chose ne va pas. L'homme est très perturbé. La technique de l'exposition différée est intéressante car elle permet de bien préparer le changement qui va s'opérer chez votre protagoniste, de pouvoir donner des infos tout au long du récit, donc de continuer à découvrir des éléments d'exposition hors de l'exposition. Ça dramatise mieux les choses, ça apporte du mystère et du suspense, mais aussi de la surprise. Elle met le lecteur dans l'attente qui veut savoir ce qui se passe. Il faut donc bien gérer cette attente, sinon il risque à nouveau de décrocher. C'est un procédé que j'aime particulièrement et qui exige beaucoup de finesse. Pour conclure sur l'exposition, les défauts les plus courants sont trop d'informations, le lecteur-spectateur est perdu, il ne rentre pas dans l'histoire, ou pas assez, même résultat, le spectateur ne rentre pas dans l'histoire, ou alors trop de longueur, de lenteur, trop peu d'originalité, pas assez d'action, de visuel, on ne donne pas envie au spectateur de s'intéresser au personnage, de se laisser prendre par l'histoire. L'exposition est extrêmement importante car c'est elle qui bat, on l'a vu, les premières cartes. Il faut donc jouer les bonnes cartes si l'on veut gagner la partie avec le spectateur. Des expositions ratées mettent à mal tout le récit. Et très souvent, les problèmes que l'on peut trouver dans un scénario viennent d'une mauvaise exposition. L'acte 2 est le plus long des 3 temps narratifs. Il contient l'action proprement dite et concentre la plupart des enjeux et rebondissements importants de l'histoire. Il raconte les tentatives du protagoniste pour atteindre son objectif, malgré les nombreux obstacles qui se mettent en travers de sa route. Et qui gagne sans cesse en intensité jusqu'au climax. C'est ce qu'on appelle, vous le savez déjà, la loi de progression. On va ainsi de conflit en conflit jusqu'à la résolution du conflit principal lorsque le protagoniste a atteint ou abandonné son objectif concret, atteint ou non son objectif interne. C'est-à-dire combler son besoin. Dans notre exercice pratique, le besoin de notre personnage est de regagner son estime de soi pour sortir de sa culpabilité. Et il croit qu'il peut l'obtenir en se vengeant. L'acte 2 est le plus long à écrire et sa difficulté se trouve généralement dans la deuxième partie, où très souvent l'action s'essouffle par manque d'action ou d'enjeu, et qui fait quitter le spectateur de la salle. C'est ce qu'on appelle le ventre mou. Tous les spectateurs connaissent ce sentiment lorsqu'on s'endort sur le film ou que l'on pense à autre chose car on a perdu l'intérêt. Pour éviter ce ventre mou, le scénariste a recours à ce qu'on appelle la scène centrale, cette troisième charnière dramatique dont je vous parlais. Elle se trouve en plein milieu, généralement, à quelques scènes près. Cette troisième charnière est généralement un coup de théâtre qui relance l'enjeu de l'action sans en changer la direction et gonfle l'enjeu et grossit aussi la tâche du personnage qui devient plus difficile. Là encore, la loi de progression. Vous comprenez aisément que le bon déroulement de l'acte 2 dépend de tout ce qui a été mis en place
dans l'acte 1, donc l'exposition, qui laisse la place normalement à la progression de l'histoire, à ce que l'on va encore pouvoir révéler sur l'histoire, et le personnage, jusqu'à la fin. C'est un peu, pour l'illustrer par une image, comme un coup de pied dans un ballon. Si on ne frappe pas assez fort, le ballon n'a pas assez d'énergie pour atteindre les filets. Si on tire de travers, on rate tout simplement la cible. Pour éviter ce type de déconvenu, le personnage principal doit rentrer dans l'acte 2 avec, et on l'a vu, un objectif bien défini, une tâche à réaliser pour l'atteindre et motivé par un enjeu fort qui lui impose l'urgence. Il ne doit en aucun cas le perdre de vue, son objectif, et tout faire pour l'atteindre. Ensuite, il faut que la progression dramatique, la graduation des obstacles, des conflits et des tâches, la gestion de l'arc transformationnel du personnage, des inserts, de l'ironie dramatique, des coups de théâtre, de la structure, de l'anticipation, tout ça soit correctement travaillé. Si c'est le cas, vous ne rencontrerez aucun problème jusqu'au climax, quel que soit le type ou le genre du film, et vous rentrerez naturellement dans le troisième acte, la résolution de votre histoire. En revanche, si l'un de ces deux éléments manque ou est maltraité, il créera forcément un déséquilibre et affectera tout l'ensemble. Pour conclure sur le nœud de l'histoire, ce sont en fait tous les obstacles que vous allez mettre sur la route de votre protagoniste pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs internes comme externes. Dans notre exercice pratique, l'objectif externe de notre personnage Alex est de se venger pour sortir de sa culpabilité qui est, lui, l'objectif interne. Pour se sortir de sa culpabilité et retrouver son estime de soi, il doit se venger. Parmi tous les obstacles que le protagoniste doit surmonter pour atteindre ses objectifs, ce sera dans le nœud, il doit surmonter d'abord le premier obstacle, on l'a vu, lui-même. Dénouement, résolution, conclusion. Tout dans un récit se définit par rapport à la fin, car c'est à la fin que les deux propositions, internes et externes, de votre protagoniste, mais aussi des autres personnages, prennent leur pleine signification. Et votre histoire, tout son sens. C'est à la fin, à la résolution. C'est en fonction, d'ailleurs, de la fin que l'on peut choisir le milieu de son histoire et le début de son histoire. Les articulations majeures par lesquelles on entre dans le nœud et par laquelle on sort. Il est donc à nouveau fortement conseillé de commencer la phase de construction de son histoire seulement lorsque l'on peut en formuler précisément la fin, donc le sens de votre histoire. Généralement, la résolution est le contraire de l'exposition. Le personnage revient à l'équilibre. Ce personnage a pu sauver son couple, échanger pour ça, il est à nouveau avec sa femme, comme au début de l'histoire. Comme généralement le personnage a atteint son objectif et changé pour ça, il revient donc à la situation du début, la situation initiale, celle de l'exposition, où tout allait bien, où tout allait mal. À noter aussi que c'est le climax qui donne la réponse à la question dramatique du film, donc à la fin de l'histoire. Après ce climax, tout se dénoue, il n'y a plus rien à jouer pour le personnage.
Les histoires portées au cinéma où il n'y a délibérément pas de dénouement sont les films qu'on appelle tranches de vie. Mais cette fin est en accord avec ce type de film, qui montre surtout la complexité du débat, du problème traité, et qui n'y apporte pas forcément de réponse, donc de dénouement. Et la vie continue, et les choses se répètent, rien ne peut changer, c'est souvent leur message. Du point de vue du sens, c'est quand même un dénouement. Ça dit quelque chose. Dans le film Les Misérables, qui se déroule en banlieue, il n'y a pas de dénouement. Il n'y a pas de résolution. Et c'est le sens de l'histoire qui l'impose. Le message que veut faire passer ce film sera d'ailleurs résumé dans une phrase, cette fois vraiment de Victor Hugo, et qui pourrait être résumée comme ça: la violence entraîne la violence. Une histoire se termine lorsque les buts sont atteints ou pas, après le climax. Encore une fois, c'est le sens de votre histoire qui le déterminera. Le troisième acte exprime alors brièvement les conséquences de l'action sur la vie des personnages. Il doit être court, car il n'y a plus d'intérêt. Sauf si le personnage n'avait pas atteint son objectif et que cela exigeait ce qu'on appelle un troisième acte numéro 2. Il est généralement une conséquence, bien sûr, du premier. C'est le cas, par exemple, d'un casse réussi, à la suite duquel il faut bien échapper à la police. Ou alors, on l'utilise beaucoup dans les films fantastiques, qui mettent en scène monstres, aliens et catastrophes. On croit le monstre mort, ils ont fini par l'avoir, climax, et voici qu'il se réveille. C'est reparti alors, pour un tour, nouvel affrontement, nouveau climax, nouvelle réponse dramatique à l'histoire. Oui, cette fois, le monstre est bien mort. C'est la structure qu'utilise à quasi chaque fois l'un des différents épisodes d'Alien. Un autre exemple dans le film Savage d'Oliver Stone. Le dénouement raconte l'affrontement final entre les protagonistes du film, qui vont échanger leurs otages respectifs dans un désert, mais cela tourne mal. Les deux camps se tirent dessus, et nos deux héros sont touchés, l'un d'eux mortellement blessé. Ils sont rejoints par l'héroïne du film, et tous les trois se suicident, pour finir en apothéose l'histoire d'amour qu'ils vivaient à trois. Ce dénouement romantique est la vision de la jeune femme, en fin de compte, qui est aussi la narratrice, la voix off du film. Retour en arrière, comme si une bande vidéo qui défilait revient en arrière, et nous vivons à nouveau la situation avec un deuxième dénouement. Celui-là, bien réel et bien différent. Personne ne se tire dessus, personne ne meurt, et tous sont arrêtés par la police. Tous les conflits tissés au cours du récit ne sont pas forcément résolus. En revanche, ils sont traités. Dans le dénouement, il faut leur réserver un sort. Ce dénouement doit découler naturellement de tout ce qu'on a mis en place, et non être dû au hasard, ou à un deus ex machina, vous savez, l'arrivée de la cavalerie dans les westerns. À ce stade de votre script, vous n'avez pas le droit à ce genre de facilité, qui en plus ne dénoue rien. Et est une faute de tous les débutants scénaristes. Pas que d'ailleurs, mais là c'est plus grave. Car ils ne savent pas comment finir. Ils n'ont pas assez travaillé. Et cela donne des fins décevantes et pas à la hauteur de ce qui avait été promis au début de l'histoire. En règle générale,
Si le troisième acte fonctionne mal, cela signifie que le premier est fautif. Je l'ai vérifié presque à chaque fois dans mon activité de script docteur. Les autres erreurs les plus courantes sont une résolution à coup de cliché, et là, ou de facilité, ça n'était qu'un rêve, ou encore une résolution qui traîne en longueur, alors qu'il n'y a plus rien à jouer, ou des situations non résolues, en tous les cas, non traitées, ou bien des personnages non révélés, qui disparaissent comme ça. Des personnages qui jouaient un rôle et qui disparaissent du paysage sans que l'on sache pourquoi. Ce genre d'erreur ou de facilité donne un goût amer dans la bouche du lecteur et ensuite du spectateur. Il a le sentiment de se faire avoir et rejette alors l'ensemble du récit. Il oubliera également rapidement le film. Il est à la fin, toute fin, on l'appelle comme on veut. L'important, c'est d'avoir toujours, après la résolution, ce petit moment qui permet au spectateur d'imaginer ce que sera la vie des protagonistes, leur avenir, leur futur, la conséquence de leur choix. Un des plus vieux tags, d'ailleurs, c'est « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Ce tag clôture encore beaucoup de contes merveilleux, aujourd'hui, sur papier, comme à l'écran.